J'ai construit mon point de vue autour de ces questionnements que j'estime fondamentaux. Quelle est la raison d'être des droits de la défense dans l'ordonnancement juridique de la CPI? Pour y répondre, j'ai reparcouru le texte fondamentaux régissant celle-ci et relevé que ces droits présentent plusieurs facettes, dont les deux suivantes. Une facette garantie de principes fondamentaux gouvernant la justice pénale et une facette instrument de la recherche de la vérité. En effet, l'article 67 du statut consacrant le droit de l'accusé adosse ceci aux principes qui régissent toute justice pénale moderne, à savoir les principes de la publicité de la justice, de l'équité, de l'impartialité et de l'égalité de tous devant la loi, principes fondamentaux intimement liés entre eux. Les différents droits qui sont reconnus à l'accusé au stade de l'instruction juridictionnelle et même au suspect au stade de l'enquête préliminaire sont des garanties de mise en œuvre de ces principes fondamentaux. Lorsqu'on parle de droit de la défense, on ne voit souvent d'emblée que cette première facette, ces droits n'étant alors perçus que comme des prérogatives, pour ne pas dire des privilèges accordés à l'accusé, alors qu'il présente une autre dimension essentielle que je voudrais ici souligner, celle d'instruments au service de la recherche de la vérité. Je ne m'attarderai pas sur la première facette que tout le monde connaît, qui est assez aisée à appréhender pour consacrer mes 10 ou 15 minutes à la seconde facette, à savoir les droits de la défense comme instrument de la recherche de la vérité. Mon propos va s'attacher d'une part à repérer l'idée force devant guider l'action judiciaire de la CPI et d'autre part à mettre les droits de la défense au regard de ces pivots, de ces fils conducteurs en puisant dans ma pratique devant la Cour pénale internationale et antérieurement devant le TPIR, quelques cas illustratifs éclairants. D'abord, quelle est l'idée force qui se dégage des textes fondamentaux régissant la CPI? Elle est la suivante. La CPI chargée de réprimer les auteurs des crimes capitaux qui touchent la communauté internationale est appelée à rendre une vraie justice équitable, impartiale, égale pour tous, c'est-à-dire une justice qui a comme assise la vérité. Non pas une vérité, mais la vérité. On entend souvent dire que la vérité est une notion relative, chacun ayant la sienne, qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités. Cela est fondé en ce qui concerne la validité des opinions, en ce qui concerne la validité des assertions. Je soutiens qu'en matière pénale, on ne juge pas les opinions, mais on juge les faits. En matière judiciaire pénale, de toutes les vérités qui sont très chocs, il n'y a qu'une seule vraie vérité des faits. C'est elle la vérité. Justement, lorsqu'on examine les dispositions de l'ordonnancement juridique de la CPI, ces dispositions fixent comme idée force, comme leitmotiv, la nécessité de la recherche de la vérité afin que celle-ci serve de support, serve d'assise à la justice à intervenir.
Ces dispositions sont nombreuses et je vais en citer quelques-unes. D'abord, dans les statuts de la Cour pénale internationale, voyez par exemple l'article 54, l'article 54 du statut de Rome, le paragraphe 1er, petit a, qui parle des pouvoirs et devoirs du procureur en ce qui concerne la conduite des enquêtes. Cette disposition dit que pour établir la vérité, le procureur doit enquêter tant à charge qu'à décharge pour établir la vérité. Il ne s'agit donc pas pour le procureur d'établir une vérité, mais d'établir la vérité, car cet article fait du procureur de la CPI un organe judiciaire impartial qui ne doit pas se comporter comme une partie ordinaire au procès, mais comme véritablement un officier de justice se consacrant à la recherche de la vérité. Vous voyez également dans les statuts l'article 69 qui traite de l'importante question de la preuve. Cet article 69 dispose qu'avant de déposer, chaque témoin, conformément au règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité. De même, dans le règlement de procédure et de preuve, la règle 66 insiste sur l'importance de l'établissement de la vérité en fixant le serment que doit prêter les témoins avant de déposer, serment ainsi formulé: je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans le règlement de la Cour, la sous-section 6 consacrée à la preuve revient sur l'importance du témoignage et la norme 43 insiste sur la nécessité de la recherche de la manifestation de la vérité. Il suit de ces dispositions que j'ai indiquées sans être exhaustif, il suit de là que si chaque partie au procès a sa vérité, sa théorie de départ, la guidant dans son action, dans sa démonstration, elle doit avoir l'humilité de reconnaître qu'elle ne détient probablement pas la vérité. Autrement dit, aucune partie au procès ne peut prétendre détenir la vérité ab initio. La vérité jaillira des entrechoquements du procès qui se déroule tout au long du procès, de manière à ce que de ces entrechoquements se dégage la vérité quant aux faits, la vérité quant aux auteurs de ces faits, la vérité quant au mode de l'accomplissement de ces faits. Justement, la seconde facette des droits de la défense, c'est qu'ils sont conçus pour contribuer à la manifestation de la vérité. C'est ainsi que l'article 67, qui est le siège légal de ces droits, énumère un certain nombre de droits que je ne vais pas tous ici citer, mais je voudrais insister sur l'un d'entre eux, à savoir les droits d'interroger et de contre-interroger les témoins de l'accusation, de même que les droits d'appeler au prétoire les témoins à décharge. Lorsqu'on examine la mise en œuvre de ces droits, les droits de contre-interroger les témoins de la défense, les témoins du procureur, droits reconnus à la défense, on se rend compte qu'avec la mise en œuvre de ces droits par la défense, on arrive à mettre en lumière certaines contre-vérités, certaines contradictions
dans les dépositions des témoins de l'accusation. Alors, pour prendre quelques exemples rapidement, dans les procès Bogoro, par exemple, nous avons pu, en menant des contre-interrogatoires des témoins de l'accusation, déceler la présence de certains témoins qui sont venus en réalité dire des contre-vérités au juge. Je peux citer les cas du témoin P159 qui a déposé pendant 8 jours devant les prétoires et avec les contre-interrogatoires menés par la défense, on a pu établir que ces témoins n'étaient pas présents au moment des faits sur lesquels il était venu déposer. De même, toujours dans cette affaire Bogoro, nous avons eu à connaître un certain nombre de témoins de l'accusation, les témoins clés de l'accusation, notamment les témoins P250, 279, 280. Et le contre-interrogatoire par la défense de ces témoins a pu relever que ceux-ci étaient présentés au procureur par des intermédiaires qui les avaient incités à venir dire en réalité des contre-vérités devant la Cour. Et dans le jugement qui était rendu, notamment dans l'affaire Ngunjolo, l'affaire Bogoro donc, partant des contre-vérités, des contradictions repérées lors des contre-interrogatoires, la Chambre de première instance a mis à l'écart ces témoignages des témoins qui étaient des témoins clés de l'accusation. Et cela nous a rappelé l'expérience que nous avions vécue également devant les deux PIR, où de la même manière, on avait, grâce au contre-interrogatoire, repéré qu'un certain nombre de témoins de l'accusation étaient en réalité venus induire le tribunal en erreur. On a découvert que ces témoins étaient en réalité formés pour venir dire des contre-vérités devant la Cour. Donc, c'est pour dire que la mise en œuvre efficiente des droits reconnus à la défense, notamment les droits de contre-interroger les témoins de l'accusation, permettent de mettre à jour, de mettre en lumière des contradictions, des contre-vérités et de finalement permettre la manifestation de la vérité sur la base de laquelle les juges ont pu rendre leur jugement. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire en introduction, en espérant que nous aurons plus de temps pour répondre aux questions qui viendront de la salle. Merci, Monsieur le Président.